Ici, c'est la chambre de mon frère. Ce qui a déclenché l'envie de faire ce film, c'est que je me suis rendu compte que dans ma vie, j'ai été confrontée de façon un peu répétitive à des violences de type sexiste et sexuel. Et je me suis dit que si je ne prenais pas conscience de ça, ça allait revenir en permanence dans ma vie. Je me suis dit que c'était important d'observer ce que j'avais vécu dans mon enfance, dans ma famille, pour m'en libérer, pour comprendre, on va dire, démanteler le système, dénouer tous les nœuds qu'il pouvait y avoir, pour moi-même faire en sorte que je ne porte plus avec moi ce poids-là, que ce ne soit pas marqué sur ma tête proie facile ou toutes ces choses-là, que je comprenne en quoi je pouvais collaborer sans m'en rendre compte de façon inconsciente à quelque chose dans la reproduction de ces violences à l'âge adulte, et aussi comprendre comment la société pouvait favoriser ce type de violence. Donc j'ai autopsié ma famille, pas dans cette ambition de la guérir, régler les problèmes, etc., mais moi de me libérer de mes chaînes, on va dire, et aussi avec cette ambition peut-être de l'idée d'en faire un film, c'est-à-dire de parler d'un problème de société et d'essayer de mettre de la clarté là-dessus. Je pense que chaque cas est différent, chaque cas de violence intrafamiliale est différente, chaque cas de viol est différent, chaque manière de réagir par rapport à un trauma est différente, et je dis pas qu'il faut réagir d'une certaine manière, traiter un souci d'une certaine manière, porter plainte, pas porter plainte, etc. Chaque personne a une expérience qui est différente et une manière de le traverser qui est différente. Mais effectivement, moi, ma manière de le gérer, d'essayer de vivre en fait, tout simplement, ça a été de m'emparer de ça à bras-le-corps et d'essayer de comprendre. J'ai une obsession de la précision des mots, du langage, de ce qui se passe, des mécanismes. J'ai une curiosité qui m'apaise en fait. Si je comprends quelque chose, ça va apaiser les angoisses, ça va m'apporter une certaine distance. Et donc d'utiliser la création, de faire une œuvre artistique qui permet de parler aussi d'une expérience sensible, de mettre de la poésie, de travailler avec des images métaphoriques, de travailler avec l'émotionnel et pas seulement d'être dans l'intellectuel ou l'analyse de ce que j'ai pu comprendre. Je trouvais que c'était intéressant pour pouvoir partager ça, permettre un dialogue. Moi qui suis peut-être plus à l'aise à explorer ma vie intime, moi qui ai peut-être plus de capacité à parler, à communiquer, ben, cet objet-là filmique pouvait permettre à d'autres personnes de faire qu'elles se sentent comprises et peut-être de permettre de déclencher une parole derrière. Mais t'as des poils. Oh, c'est bon. Eh, mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein, faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Je me suis beaucoup documentée sur tout ce qui était les climats familiaux, fonctionnels, l'inceste, l'incestuel. Je me suis beaucoup documentée sur le psychotrauma, sur tous les livres de psychologie qui abordent en fait des dysfonctionnements familiaux. Et effectivement, je suis allée puiser dans ce que je pouvais lire de témoignages dans ces livres-là ou d'analyses de psy, de thérapeutes qui pouvaient parler de cas qu'ils recevaient en cabinet et de tout ce qui pouvait résonner avec ce que j'avais moi entendu dans mon enfance, dans mon adolescence ou des copines me racontaient des histoires. Je suis allée un peu grappiller un peu partout. Et quand je vois aujourd'hui que les psychiatres qui voient le film ou l'anthropologue Dorothée Ducy qui voit le film et qui me dit c'est excellent, c'est exemplaire, c'est une œuvre d'utilité publique majeure, etc. Je suis hyper contente de me dire que je suis partie d'une, on va dire, une expertise personnelle de mon histoire, mais que j'en ai tiré un récit universel et je me suis nourrie de tout ce que je pouvais trouver dans les livres pour dessiner, décrire un climat dysfonctionnel précis d'un climat familial incestuel et qui va être le terreau pour l'inceste qui peut subvenir entre un frère et une sœur. Ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai lu, donc de l'inceste et l'incestuel de Paul-Claude Racamier, qui est vraiment le premier qui m'a ouvert les yeux sur mon histoire familiale. Dans le berceau d'illumination de Dorothée Ducy, elle explique très bien que l'inceste arrive dans les familles où il a déjà eu lieu. Et donc, précisément dans le film, on se rend compte que depuis plusieurs générations, dans ce que raconte la mère ou dans ce qu'on peut comprendre, il y a de l'inceste depuis plusieurs générations. Et en fait, si j'observe ma famille aussi, je me rends compte qu'il y a eu plusieurs formes d'inceste qui sont apparues depuis 3 générations. Donc en fait, d'avoir ces données scientifiques qui expliquent comment l'inceste peut arriver dans une famille, sous quelle forme, qu'est-ce qui se joue, quel climat va favoriser des passages à l'acte, et ben c'est hyper intéressant d'avoir ce recul,
cette distance pour comprendre et surtout comprendre que c'est pas des cas isolés, c'est pas unique et que en fait les chiffres de la Ciivise le révèlent. Il y a près de 6 millions de victimes en France d'inceste qui sont déclarées, c'est-à-dire qu'à mon avis il y en a beaucoup plus. Donc ça veut dire que c'est 3 enfants par classe, mais c'est énorme en fait. Donc l'inceste existe dans quasiment toutes les familles élargies. Et donc de prendre conscience de ça, c'est aussi avoir envie de parler de ce phénomène, de percer le silence et que les gens se parlent pour que ce fléau s'arrête en fait. T'as déjà couché avec un mec, toi? Non. Pour les premiers castings, les tout premiers castings, je ne disais pas aux acteurs qui venaient passer le casting parce que je voulais pas qu'ils se fassent un imaginaire dramatique, dark, et j'avais peur que ça les mette sur une piste où ils allaient surjouer quelque chose, ils allaient surjouer la douleur ou surjouer le drame, etc. Donc j'ai proposé des situations presque anodine, c'est-à-dire la scène de casting sur laquelle j'ai rencontré Billy Blin et Florian Le Sieur. C'était une scène où les parents se disputaient et ils étaient enfermés dans une voiture, attachés avec la ceinture de sécurité, et leurs parents se disputaient dehors. Et donc en fait, pour moi, cette scène, même si c'est une scène anodine de 2 parents qui se disputent devant des enfants, elle racontait tout en fait. Et elle racontait avec justesse l'enfermement, donc ils sont enfermés dans une voiture, attachés avec la ceinture de sécurité. Il y a de la violence qui se joue, qui n'est pas forcément dirigée contre eux, mais ils sont dans une tension, un climat violent, et il y a un non-dialogue entre eux, et une manière de réagir à la violence subie qui est très différente. Mais déjà de voir les deux dans cette situation, avec une profondeur de jeu, une intensité, quelque chose qui les habitait, je me suis dit, ils sont capables de tout jouer et ils sont capables de traverser d'autres scènes. Et après, on a eu évidemment une conversation, ils ont été mis au courant du scénario, ils ont lu le scénario, on en a beaucoup parlé. Après, il faut savoir qu'ils ont 20 ans au moment du tournage, donc c'est pas des enfants. Ils jouent une adolescente de 14 ans et un adolescent de 17 ans, mais ils ont 20 ans. Et au moment du casting, ils avaient, je crois, 17 et 18 à quelques mois près. Aussi conscients de la manière dont moi je voulais l'aborder. Et je pense qu'il y avait une confiance qui s'est installée dès les premiers castings entre nous en fait. Je pense que les jeunes générations sont beaucoup plus matures sur ces questions. Je rencontre plein de jeunes hommes déconstruits qui sont curieux et plein de jeunes femmes qui se sentent conscientes des enjeux et avec cette envie de défendre ces questions-là. Donc je ressens ça chez les jeunes générations. Florian Le Sieur par exemple, il m'a demandé qu'est-ce que je dois écouter comme podcast, qu'est-ce que je dois lire comme livre. Donc on a parlé des couilles sur la table, podcast de Victor Toyon, on a parlé des livres que j'avais lus, du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski. Enfin, tout ça venait nourrir leurs imaginaires et leur intérêt pour le sujet, au-delà du cinéma. Donc c'est vraiment la question sociale qui les intéressait. Oui. Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. Mon ambition, c'était de me confronter aux scènes d'agression et au dérèglement, on va dire, au glissement qui peut y exister dans ces familles-là. Donc évidemment, il y a des moments de nudité, il y a des moments d'abus. L'idée, c'était vraiment de me confronter à ça et de confronter le spectateur à ça, mais avec beaucoup de pudeur, c'est-à-dire de rien montrer. On voit jamais un sexe, les acteurs ne se touchent pas entre eux. Donc il y a un grand respect des acteurs et des spectateurs aussi pour pas ni érotiser ces scènes-là, ni violenter en confrontant les spectateurs ou les acteurs à quelque chose qui serait vraiment trop confrontant. Sur les scènes de nu, notamment cette scène de nuit dans la piscine, on a tourné de très loin, on a tourné sous l'eau. Donc ils sont nus, mais en même temps ils ont des protections parce qu'il y avait une coordinatrice d'intimité qui s'appelle Claire Chauchat qui a accompagné toutes ces scènes de nudité ou des scènes qui sont intimes. Donc ils avaient des protections pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise. Ils ne se touchent pas ou très peu. C'est les scènes d'abus, ils sont habillés la plupart du temps ou protégés par une serviette ou tout en pouvant montrer la scène, quoi. Il y a eu donc ce travail-là avec la coordinatrice d'intimité qui a permis de préparer les acteurs. Donc on a beaucoup parlé de où est-ce que j'allais placer la caméra, j'ai mimé toutes les actions, je me suis mis à la place des 2 acteurs pour leur montrer ce que j'attendais d'eux, ce que j'imaginais devoir filmer. Beaucoup de discussions et la coordinatrice d'intimité était là pour les accompagner avant, pendant, après le tournage, parler avec eux s'il y avait besoin. C'était une sécurité qu'il y ait cette personne intermédiaire qui puisse prendre soin d'eux et puis aussi me libérer de la charge mentale ou psychologique de m'inquiéter pour eux et de savoir s'ils allaient bien. Il y avait cette personne qui était là, quoi. Effectivement, dans ma manière de filmer, j'ai vraiment voulu à la fois montrer ce que c'était les phénomènes de dissociation, de sidération et montrer la violence
banale. Comment dire, c'est une violence qui est insidieuse en fait. C'est pas une agression, c'est pas un couteau qui sort ou un coup de pistolet, etc. C'est pas de la violence physique comme on peut se l'imaginer avec des gestes brusques. C'est une violence qui glisse, qui suinte et qui arrive en fait et qui... C'est très particulier ces climats-là. Mon père a été bien gentil quand les petites sœurs de ma mère ont débarqué à la maison au début de la guerre. Lui s'occupait de mes tantes et ma mère, elle s'occupait de nous. Mais lui, il était très gentil, comparé à elle. Il les réveillait en douceur, il les accompagnait à l'école avec un goûter. La frontière est fine et la zone est extrêmement grise, donc je trouve ça intéressant d'essayer justement de montrer ça, de déconstruire les figures du violeur, de la victime, du bourreau. Dans ce film-là, c'est complexe aussi, les réactions que va avoir Cassandre, pas à la première scène d'abus, mais sur les suivantes. Elle questionne en fait, parce qu'elle ressemble pas à une victime auquel on s'attend, elle pleure pas, elle appelle pas au secours, elle le rejette pas. Et il y a d'autres choses qui se jouent et en fait, j'ai rencontré un psy à un moment qui me disait « à situation anormale, réponse anormale ». En fait, quand on est dans un écosystème qui n'est pas très sain, qu'on est construit d'une certaine manière parce qu'on a une éducation qui nous a formatés d'une certaine manière, les réactions peuvent être inattendues par rapport à quelqu'un qui aurait vécu dans un milieu sain, avec une éducation saine et avec un cerveau qui est fait d'une certaine manière. C'est intéressant d'essayer de montrer justement tous ces mécanismes en jeu. Les 4 types de réactions par rapport à une agression, c'est juste une réaction animale et on est des animaux. Il y a 4 possibilités, soit la fuite, soit l'attaque, soit la sidération, soit la soumission. Dans le monde animal, c'est ce qui se passe. Et c'est ce que décrit le père. Et selon aussi l'histoire ou notre personnalité ou nos ressources, en fait, on va avoir des réactions très différentes. Le personnage du père est un militaire et il est passionné par les jeux de stratégie, le jeu de Go ou les jeux d'échecs. L'univers dans lequel les enfants vivent est habité par cette idée de stratégie, on va dire, militaire. Et c'est ce qu'elle se répète aussi à certains moments dans les scènes d'agression où elle répète des stratégies de jeu de Go, de tactiques de jeu de Go qu'elle a entendues dans la bouche de son père. Il y a la part de l'éducation qui va évidemment influencer ses réactions. Son père est militaire, il l'a, on va dire, dressée comme une petite guerrière, et donc elle va avoir une réaction presque offensive, et qui aussi peut faire penser à la réaction qu'avaient les poilus dans les tranchées quand ils devenaient fous, que parfois ils pouvaient sortir des tranchées et courir sur le champ de bataille, parce qu'ils n'en pouvaient plus d'attendre en fait. Et donc ils se faisaient tuer, mais il y a une réaction psychologique à ça en fait, cette idée de quand on est confronté à une situation de laquelle on se sent victime, comment on essaie de reprendre le pouvoir là-dessus. Parfois, on va essayer de reprendre le pouvoir de façon extrêmement maladroite en provoquant le danger, en provoquant le contact, etc. Mais tout ça est intéressant à observer, en fait. Dans cette famille-là, il y a des liens assez particuliers. Cassandre est un peu la préférée du père. Elle lui ressemble, ils ont beaucoup de points communs. Il y a une complicité entre eux qui pourrait être tout à fait belle en fait, et qui est belle à un certain endroit. Entre un père et sa fille, ils partagent la même passion de l'équitation, etc. Mais là où ça devient, on va dire, toxique, c'est que ça oriente vraiment sa personnalité, elle va répondre d'une certaine manière pour effectivement être aimée par son père. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui, pour être aimés par leurs parents, vont modifier leur comportement pour répondre aux attentes. Et on le voit bien dans les familles dysfonctionnelles, avec des parents qui peuvent être empêchés dans leur parentalité, ou qui peuvent avoir des comportements de maltraitance, abusifs, etc. On voit comment l'enfant va essayer de s'adapter au maximum à ces climats-là, pour survivre en fait. Ce qui m'intéressait, moi, dans ce film, c'était déjà évidemment, on suit le parcours du personnage principal qui s'appelle Cassandre, mais en fait, c'est comme une autopsie d'une famille. Et l'idée, c'était vraiment d'observer un système familial qui résonne avec un système de société et de montrer à quel point chaque personnage, en fait, est piégé par ce système et enfermé. Le père, il est enfermé dans ses injonctions virilistes d'être fort, de combattre, etc., etc., d'autorité comme ça, un peu imposante. Pour endurcir son fils, il va avoir une sorte de violence éducative envers lui, où il va le brimer tout le temps. Ça part d'une intention, on va dire, bienveillante de l'endurcir, mais en vrai, c'est quelque chose qui est très, destructeur. Tu vois ma Pierre, quand je la place bien, elle peut tout faire. Elle peut vivre, tuer, fuir, enfermer, construire, frapper là où ça fait mal, se sacrifier si la cause est juste.
Elle a du caractère, des aptitudes, elle. Et la mère, effectivement, va vouloir un peu arrondir les angles de cette éducation, va se le surprotéger aussi parce que c'est un enfant qui a failli mourir en étant bébé, enfin tout petit. Et donc je pense qu'une mère, en fait, qui a un enfant qui risque de mourir tout petit, j'imagine que ça déclenche un très très fort instinct de protection. Donc il y a plein de petites choses qui se jouent, en fait, à l'intérieur de cette famille, dans les relations. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu explorer et montrer aussi à quel moment chaque personnage est victime à un endroit dans son enfance d'un traumatisme et que selon le regard qu'il va porter dessus, selon l'aide qu'il peut avoir ou pas, selon la parole qui va se libérer ou pas sur ces blessures-là, qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence? Je pense que ce serait important que tout le monde aille voir un psy et se questionne sur son enfance, son histoire de famille, ses blessures. Et que si la parole peut se libérer là-dessus, effectivement, ça peut éviter de reproduire des phénomènes, de transmettre des choses trop lourdes à porter pour un enfant et d'essayer, et encore je le dis, c'est difficile d'élever un enfant, d'accompagner un enfant, mais au plus on peut se libérer soi-même de ces chaînes, moins on en transmettra à ses enfants. C'est une manière de, entre guillemets, de reprendre le pouvoir dessus, de transformer, on va dire, l'ombre en lumière, peut-être moins se sentir seul et de se dire qu'on est plusieurs à avoir vécu ça et que, en fait, l'idée c'est de créer une expérience de pensée, une réflexion, d'ouvrir le dialogue, et je pense qu'une œuvre comme un film, ça permet ça en fait, permet que les gens se parlent, que ce soit une opportunité d'avoir un médium pour échanger sur ces sujets. Oui, c'est une passion que j'ai eue adolescente, j'ai beaucoup monté à cheval. Et le père aussi dans le film transmet en fait cette passion à sa fille qui finalement va lui donner les clés de sa liberté. Ça m'a apporté énormément, mais j'en ai vraiment pris conscience, je pense, après. Et pendant l'écriture du scénario, j'ai suivi beaucoup de séances d'équi-coaching, d'équithérapie pour essayer de comprendre en fait ce que l'animal m'avait apporté, la relation à l'animal. Et ça m'a permis aussi je pense, de penser mes blessures ou de faire émerger des émotions un peu enfouies. L'animal est un excellent médiateur pour ça. C'est un être extrêmement réceptif, très très sensible, qui est attentif à tous les petits signaux inconscients qu'on peut envoyer et qui peut apporter une vraie présence, une vraie réparation, une empathie très forte. Il y a beaucoup de thérapeutes qui emploient ces méthodes-là en équithérapie pour accompagner des personnes handicapées ou des autistes ou des personnes en EHPAD. Il y a des chevaux parfois qui vont en EHPAD pour rencontrer les personnes âgées. Et c'est aussi une pratique qui se fait avec les traumatisés de guerre. Je peux venir avec une copine du centre équestre? Dans chaque famille, il y a des personnages hauts en couleur, il y a des maladies, il y a des traumatismes, il y a des accidents. Il y a plein de choses qui se jouent à l'intérieur des familles. Et effectivement, quand on grandit dans une famille, on est persuadé que ce qu'on vit, que nos parents, que la manière de communiquer, de relationner est notre normalité. Et c'est en grandissant, en étant adolescent ou à l'âge adulte, qu'on est confronté à d'autres manières de vivre, d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de communiquer. C'est ce que vit Cassandre. Elle a été au pensionnat militaire, elle a vécu dans cette famille-là. Et cet été-là, elle va rencontrer un centre équestre très différent de ce qu'elle a connu auparavant, puisqu'elle montait à la caserne militaire. Et elle va se rendre compte que finalement, les gens ne communiquent pas comme dans sa famille, ne sont pas en lien de la même manière, ont une certaine liberté. Et donc c'est grâce à cette copine-là, aux chevaux et au centre équestre qu'elle découvre, qu'elle va se rendre compte effectivement que sa normalité n'est pas si normale et qu'elle va changer de regard. Et quand le personnage de la copine vient au manoir, c'est aussi à travers ses yeux que le spectateur va découvrir cette famille et c'est par ses yeux qu'on va aussi, nous spectateurs, prendre conscience du dysfonctionnement global, quoi. Oh, mais les détentes interviennent, il faut au moins 5 mm. Et t'imagines, tu tombes de cheval, tu vas à l'hosto, et il y a tous les pompiers et les médecins qui voient tes poils. Ah non, mais la honte. Sabou, elle a été vraiment emballée par le scénario, vraiment à la première lecture. Elle a voulu faire ce film, elle trouvait que le rôle était incroyable et complexe, haut en couleur. Le personnage de la mère, c'est un personnage qui est plein de contradictions. Au début du film, c'est dit qu'elle est féministe, antimilitariste et qu'elle est, en gros, qu'elle est militante. Et puis d'un coup, en fait, elle rencontre un homme
Et elle tombe amoureuse et cet homme est militaire et tyrannique et c'est lui qu'elle va épouser. Ça transforme aussi sa trajectoire et elle devient donc, on va dire, mère au foyer d'une famille aisée. Elle fait 4 enfants, elle s'épanouit entre guillemets dans ce rôle de mère. Mais on comprend au fur et à mesure du film que son histoire de famille est chargée au niveau pathologique, on va dire, au niveau traumatisme et que voilà, elle porte ça en elle et que c'est une époque où on n'allait pas si facilement voir des psys, où la parole était plutôt tue, on mettait un peu nos malheurs sous le tapis, on lavait son linge sale en famille. C'est un personnage qui à la fois est très en couleur, très joyeux et en même temps un peu sous l'emprise de son mari. Et qui, pour protéger son fils de la violence éducative du père, elle va surprotéger son fils. Et elle va aussi avoir un rapport avec sa fille un peu particulier parce qu'elle la pousse à s'émanciper et en même temps, elle porte en elle le poids du patriarcat. Comme on ne s'est jamais occupé d'elle, comme on ne lui a jamais apporté de l'empathie par rapport à ce qu'elle avait vécu, elle, enfant, jeune femme, etc., elle est incapable d'apporter ce soutien à sa fille, en fait. Il y a plein de parents qui sont comme ça parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu cette attention, n'ont pas reçu un accompagnement, n'ont pas reçu de l'empathie. Ils sont incapables de l'offrir à leurs enfants. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études de psychologie, j'ai juste lu et j'ai une expérience intime de tout ça. Je vois par exemple en découvrant la CNV, la communication non violente, comment c'est possible en fait d'avoir accès à ses émotions, comment c'est possible d'apprendre à formuler ce qu'on ressent, à formuler ses besoins et que tout ça est plus aidant que des phrases toutes faites qui sont tirées des bouquins de Freud. Freud a évidemment révolutionné, je pense, le rapport à soi, à l'inconscient, comme Françoise Dolto. Ils ont apporté des clés importantes sur comment on considère un enfant, comment on considère sa psyché. Mais on se rend compte dans les textes aussi de Françoise Dolto qu'elle a défendu la pédophilie, en fait. Au moment où Matzneff passait à la télé, racontait ses frasques pédocriminelles à Bernard Pivot, d'autres intellectuels, en fait, qui défendaient ça. La société évolue et je pense que les générations d'aujourd'hui payent un peu les pots cassés de la génération d'avant, qui eux-mêmes ont payé les pots cassés de la génération d'avant, qui eux-mêmes ont payé les pots cassés de la génération d'avant. Donc chaque génération et chaque époque a ses enjeux, ses défis. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi prendre une certaine distance par rapport à tout ce qui a pu être dit, de remettre en question les choses en fait. Les marionnettes ont été conçues par une marionnettiste qui s'appelle Chloé Cassagne, qui est une amie de longue date et dont j'admire beaucoup le travail. Les petites têtes qu'a fabriquées Zabou, qu'on la voit fabriquer dans le film, c'est des petites têtes en porcelaine, effectivement, que j'ai découvert chez elle. Je l'ai rejoint avant l'été, je crois, pour parler du scénario, parler des scènes, et j'ai vu ça dans sa maison. Et j'ai dit, mais c'est magnifique, je me suis dit, il faudrait que ce soit dans le film. Et donc Zabou nous a autorisé à utiliser ces petites figurines en porcelaine et elle en a créé une pour une scène. Donc j'ai réécrit une scène en intégrant ces petites porcelaines. Pour moi, ce qui était intéressant là-dedans, ça a amené cette idée d'héritage positif. Que dans un héritage, on reçoit des choses, on va dire, pas chouettes de nos parents, mais on reçoit aussi des choses chouettes et qu'est-ce qu'on décide de garder et de quoi on décide de se libérer. Par exemple, pour le personnage de Cassandre, le fait qu'elle devienne marionnettiste à la fin et qu'elle manipule des marionnettes pour raconter son histoire, pour moi, il y a une filiation positive qui s'est opérée entre les petites figurines de porcelaine que fabrique la mère dans le film et les marionnettes que fabrique le personnage adulte. Il y a une filiation, il y a un héritage positif qui est reçu et qui est transmis en fait. Je trouvais intéressant de montrer ça aussi. Chacun, dans sa vie, on va avoir à faire le choix, qu'est-ce qu'on décide de sublimer, qu'est-ce qu'on décide de conserver et qu'est-ce qu'on fait de ça en fait. C'est comme quand on joue aux cartes, on te donne un jeu, tu sais pas les cartes que tu as, quand tu arrives sur Terre, tu regardes ton jeu et à quoi tu vas jouer, enfin, comment tu vas utiliser tes ressources, ton potentiel, tes capacités, tes talents, ce que te transmettent tes parents, pour en faire quelque chose. Et on arrive sur Terre avec ça, avec un bagage. Il y a des casseroles qu'on doit jeter, il y a des chaînes qu'on doit couper, mais il y a aussi des joyaux qu'on doit conserver. Et Nancy Houston disait ça de sa maman. Donc Nancy Houston, c'est une autrice qui a été, on va dire, abandonnée par sa maman enfant. Et elle le dit très bien dans ses livres ou dans ses interviews, combien l'acte de sa mère lui a appris ce que c'était un acte féministe, en fait, d'une femme qui décide de s'émanciper et de laisser les enfants
au père, et de vivre sa vie, et de travailler, etc. Se dire qu'en toute chose, et comme le film n'est pas manichéen, en toute chose, il y a du bon et du moins bon, il y a des inconvénients, il y a des avantages, et qu'est-ce qu'on décide de faire avec ça, en fait. C'est ce que montre pour moi la filiation entre les petites figurines de porcelaine et les marionnettes. Oh, yeah. But if I put my trust in Jesus, the burden will light up.